Au printemps de 1945, le Troisième Reich était déjà en train de s'effondrer. Même avec l'Allemagne en chute libre, de nombreuses unités de la SS continuaient à combattre comme si reculer était impossible. La cohésion interne, construite au fil d'années d'opérations et de tranchées partagées, fonctionnait comme de la colle. Elle maintenait les hommes ensemble, même lorsque le front se désagrégeait de tous côtés. Cela concernait autant les Allemands que les volontaires étrangers intégrés dans les Waffen-SS. Pour beaucoup, le calcul était brutal et simple. Ils n'avaient pas de « après » où retourner. Rentrer chez eux signifiait s'exposer à des représailles, des procès ou des vengeances, et tomber prisonnier de l'armée rouge était perçu comme une sentence presque inévitable. Mais à la mi-1945, cette obstination ne se soutenait plus sur la réalité militaire. Oui, ils disposaient encore d'une bonne technologie sur certains fronts, armement efficace, expérience tactique et dans certains cas un niveau d'entraînement supérieur à celui de nombreuses unités improvisées du Reich. Il est aussi vrai qu'en termes de combativité, les Waffen-SS figuraient souvent parmi les troupes les plus coriaces d'Allemagne. Le problème était que rien de tout cela ne compensait l'essentiel. Ils étaient épuisés, surpassés en nombre, sans carburant suffisant, avec des lignes d'approvisionnement rompues, et subissant une pression constante de plusieurs fronts. Ils pouvaient être redoutables dans des affrontements ponctuels, mais le moteur ne donnait plus rien. Beaucoup de soldats des Waffen-SS sont rentrés chez eux à pied. À cette époque, le train ne servait plus, les voies étaient détruites, les routes en mauvais état et les ponts bombardés, si bien qu'il fallait parfois traverser les rivières à la nage. Comme il n'y avait presque pas de charrettes ni de transport, beaucoup rentrèrent à pied depuis la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Ils voulaient seulement retrouver leur famille vivante à la campagne, car les villes étaient en ruine à cause des bombardements alliés. Et pourtant, beaucoup n'y arrivèrent pas. Plusieurs furent tués sans avertissement, car les SS avaient la réputation de ne pas se rendre et de ne pas prendre de prisonniers. Mais il y a une nuance importante. Ces exécutions à chaud sont peu documentées, et il n'y eut pas de massacre généralisé contre tous les hommes de la SS simplement pour avoir appartenu à l'organisation. Après la guerre, ce qui se passa fut autre chose. La SS fut déclarée organisation criminelle, mais cela ne transformait pas automatiquement chaque membre en criminel de guerre. Criminel de guerre, au sens strict, était celui qui avait ordonné des atrocités ou les avait commises directement. C'est pourquoi les gouvernements ne pouvaient pas fusiller quelqu'un simplement pour être de la SS. Il fallait le juger et le condamner pour des délits précis. Beaucoup furent effectivement poursuivis et exécutés pour avoir participé à des crimes comme des assassinats, des camps d'extermination, le travail forcé ou des exécutions de prisonniers. Mais tous les membres n'étaient pas impliqués de manière directe. Ce que beaucoup de gens ne comprenaient pas à l'époque, c'était que la SS n'avait pas été seulement des troupes d'élite. À l'intérieur de l'Allemagne, elle avait fonctionné comme un pouvoir parallèle, avec sa propre machinerie de contrôle. Elle dirigeait des forces policières, soutenait des formations militaires entières et, de plus, avait construit un empire économique qui s'étendait sur le Reich et sur les territoires occupés. Elle ne se limitait pas à administrer. Elle ouvrait et absorbait des entreprises à grande échelle, prenant en charge des affaires déjà existantes avec leurs installations et, souvent, avec tout leur personnel. Dans les zones occupées de l'Est, il y eut des secteurs entiers qui passèrent sous leur domination opérationnelle. Et c'est là qu'apparut le dilemme que presque personne ne voulait nommer. Dans ces usines et ateliers, il y avait des travailleurs qui n'avaient pas choisi de servir la SS. Ils continuaient simplement à leur poste parce que l'alternative était la punition, la faim ou pire. Sur le papier, cependant, ils étaient enregistrés comme employés d'une structure que le monde commençait à considérer comme criminelle. Que faire de ces gens lorsque le Reich s'effondrait? Pouvait-on les exécuter simplement parce qu'ils étaient pris dans l'engrenage? Il en fut de même pour l'armée de personnel administratif et de soutien qui avait soutenu une organisation de cette taille. Secrétaires, employés de bureau, comptables, chauffeurs, personnel d'entretien, gardiens d'installation. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais tiré sur des prisonniers ni participé à des tortures, mais figuraient comme faisant partie de l'institution. Dans l'après-guerre, ce détail pouvait se transformer en condamnation sociale, voire en risque physique, même s'il n'existait pas de preuves directes d'atrocités commises par ces personnes.
C'est pourquoi, lorsqu'on parlait de châtiment, la différence juridique devint cruciale. Punir un groupe entier du simple fait de son appartenance à une organisation, sans distinguer les comportements individuels, était considéré comme un châtiment collectif, et cela était interdit par les règles de la guerre. La ligne qui séparait la vengeance de la justice fut maintenue en principe. Un criminel de guerre n'était pas n'importe qui portant un uniforme, mais celui qui avait ordonné des crimes ou les avait exécutés directement. À partir de là, la question cessa d'être « Qui faisait partie des SS ?» pour devenir « Qu'a fait exactement cette personne ?» La réalité est que la situation fut extrêmement complexe. Dans le chaos immédiat de l'après-guerre, avec des archives détruites, souvent de manière délibérée, il n'était pas clair qui avait commis quel crime ni à quel endroit. La SS avait été une organisation gigantesque composée à la fois de nazis convaincus et de dizaines de milliers de personnes recrutées, d'employés civils et de personnels auxiliaires. Face à un tel panorama, une exécution massive n'était pas une option viable. La seule voie possible consistait à enquêter cas par cas, à identifier les responsabilités individuelles et à séparer les coupables directs du reste. Ce processus, inévitablement, prit du temps, et ce temps joua en faveur de beaucoup. Tandis que l'on tentait de mettre de l'ordre dans le chaos administratif et judiciaire, des dizaines de milliers d'anciens membres des SS réussirent à fuir. Certains finirent par entrer aux États-Unis comme réfugiés, mais un nombre encore plus important s'échappa vers l'Amérique du Sud, en particulier vers des pays comme l'Argentine. C'est précisément dans cette fenêtre de désordre et de lenteur que nombre des véritables criminels de guerre parvinrent à disparaître. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de responsables ne furent jamais jugés. Lorsque les puissances victorieuses réussirent à distinguer les coupables de la masse générale, beaucoup n'étaient déjà plus là. Le résultat fut frustrant et moralement amer, mais l'alternative aurait été encore pire, exécuter sommairement environ 800 000 personnes. Les estimations modernes situent le nombre réel de criminels de guerre des SS autour de 70 000. Cela aurait signifié tuer environ 11 personnes innocentes pour chaque coupable réel. Aussi fort que fut le désir de voir les responsables de l'horreur punis, ce prix n'était pas acceptable. Entre une justice imparfaite et une vengeance indiscriminée, le monde choisit, du moins en théorie, la première, tout en sachant que de nombreux coupables échapperaient pour toujours. Dans cette réalité, l'idée d'exécuter massivement tous les membres des SS posait d'énormes problèmes, tant moraux que pratiques. Cela aurait impliqué de tuer des personnes recrutées contre leur volonté, des soldats ayant d'abord servi dans l'armée régulière et transférés à la suite de simples changements administratifs, et même des citoyens de pays neutres comme la Suède ou l'Espagne. Tout cela alors que les puissances victorieuses tentaient, en même temps, de maintenir de bonnes relations avec ces mêmes États et d'éviter qu'ils ne tombent sous l'influence soviétique. Tout cela allait également directement à l'encontre des plans alliés pour l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'un des objectifs centraux était de mettre fin à l'agression européenne et au cycle de revanche entre États. Il convient de rappeler un fait clé. En 1945, l'ensemble des organisations liées au SS dépassait le million de membres. Exécuter une masse humaine de cette taille aurait généré un ressentiment profond et durable contre la puissance occupante, qu'il s'agisse des États-Unis à l'ouest ou de l'Union soviétique à l'est. Loin de désamorcer l'extrémisme, cette politique aurait alimenté la haine, poussant une partie de la population allemande vers des positions anti-occidentales, vers l'orbite soviétique ou même vers de nouveaux mouvements néo-nazis. Dans ce contexte, la création d'un État allemand aligné sur l'Occident aurait été extrêmement difficile, voire impossible. Aucun dirigeant allemand n'aurait pu soutenir sa légitimité en s'appuyant sur une puissance responsable d'exécutions massives de prisonniers de guerre. De plus, une telle mesure aurait retardé, et non accéléré, la disparition de la sympathie nazie et du revanchisme. L'Allemagne serait devenue un allié instable, rancunier et coûteux, juste à la frontière directe du bloc ennemi. D'un point de vue stratégique, c'était le pire scénario possible. À cela s'ajoutait un problème très concret, la reconstruction. L'Allemagne souffrait déjà d'une grave pénurie de main-d'œuvre, à tel point qu'une grande partie des tâches de nettoyage et de déblaiement revenaient aux femmes, les fameuses Trümmerfrauen. Les hommes revenant du front étaient nécessaires dans tous les secteurs, industrie, agriculture, administration, infrastructure.
Éliminer des centaines de milliers d'entre eux aurait aggravé le déficit de main-d'œuvre, multiplié le nombre de familles sans ressources, réduit la base fiscale et laissé le pays avec moins de cadres politiques et moins de potentiel militaire face à une éventuelle confrontation avec le bloc communiste. L'image internationale était également en jeu. Les États-Unis, en particulier, voulaient se présenter comme libérateurs et comme leaders du soi-disant monde libre. Participer à une exécution massive de prisonniers de guerre, possiblement la plus grande de l'histoire, aurait détruit ce récit. Cela aurait provoqué la méfiance des pays neutres et la crainte chez d'anciens alliés de l'Axe comme l'Italie ou le Japon, qui auraient pu se demander si leurs propres soldats seraient les prochains. Il existait même un facteur secondaire, mais réel, l'utilité pratique de ces hommes. Certains vétérans des SS ont été employés par d'autres pays dans des conflits ultérieurs. La France, par exemple, a utilisé d'anciens combattants allemands en Indochine et d'autres ont fini comme mercenaires en Afrique centrale au service d'entreprises européennes. Et enfin, il y avait la question économique. La guerre avait laissé de nombreux pays endettés et épuisés. Exécuter des prisonniers n'apportait pas seulement aucun bénéfice tangible, mais supposait un coût énorme en ressources, en temps et en munitions. D'un point de vue froid et pragmatique, il n'y avait rien à gagner et trop à perdre. Après l'effondrement du Reich, très peu de chefs des SS ont fini par connaître le même sort qu'Heinrich Himmler. Il y eut des suicides, oui, mais ils furent l'exception et non la règle. Odilo Globoknik, l'un des responsables les plus impliqués dans la machine d'extermination, succomba au cyanure. Le médecin SS Ernst Robert Grawitz choisit une issue encore plus brutale. Il se tua et entraîna sa famille avec lui en utilisant des grenades. Leonardo Conti, déjà sous garde, se donna également la mort, et d'autres hauts dirigeants comme Friedrich Wilhelm Krüger et Hans-Georg Prützmann mirent fin à leur jour dans les derniers jours, lorsque le piège se refermait et que toute possibilité de fuite disparaissait. Pour le reste, la fin fut différente. Les tribunaux alliés et les cours européennes localisèrent plusieurs figures centrales du système et les traduisirent en justice. Parmi les exécutés figurèrent Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, des chefs supérieurs de la police et des SS comme Friedrich Jeckeln et Hans Albin Rauter, des dirigeants de la structure centrale comme Ernst Kaltenbrunner, Oswald Pohl et Kurt Dahlweg, des responsables directs d'unités d'extermination comme Otto Ollendorf, et certains administrateurs du régime dans les territoires occupés, tels qu'Arthur Greiser, Albert Forster et Arthur Seyss-Inquart. Ce fut un nettoyage sélectif. On sanctionna des noms emblématiques, surtout ceux pouvant être clairement liés à des crimes de masse. Mais le panorama global ne fut pas celui d'une chute totale. Une partie considérable du haut commandement réussit à survivre. Beaucoup furent condamnés à de longues peines ou au travail forcé, et pourtant, au fil des années, nombre d'entre eux finirent par obtenir des grâces, des réductions de peine ou des emprisonnements relativement brefs. La période d'après-guerre ne clôtura pas le dossier. Elle le laissa à moitié ouvert. Et ce qui fut le plus inquiétant, ce fut ce qui arriva à certains des personnages les plus sombres. Plusieurs figures parvinrent à disparaître sous de fausses identités et grâce à des réseaux d'évasion. Adolf Eichmann fut l'exemple le plus célèbre. Il échappa pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit localisé par des agents israéliens en 1960, puis exécuté à Jérusalem 2 ans plus tard. D'autres noms clés restèrent enveloppés d'ombre et de rumeurs pendant des décennies. Alois Brunner, Dannecker, Röttke, le Müller même de la Gestapo, et l'inspecteur des camps Glux, entre autres. Dans de nombreux cas, la conclusion ne vint jamais, il ne resta que la liste des disparus. La très grande majorité des hommes des SS ne termina pas sur l'échafaud ni dans un grand procès. Leur destin fut la captivité, et avec elle une forme de chute qu'aucune sentence, ni condamnatoire ni absolutive, ne pouvait corriger entièrement. Dans les baraquements et sur les vastes places des camps de prisonniers alliés, s'ouvrit une discussion qui ne s'éteignit pas avec les années, entre ceux qui se sentaient trompés et ceux qui restaient attachés à la cause, entre les nostalgiques et les brisés, entre les honteux et les obstinés. La culpabilité ou la nécessité de la nier devint une présence quotidienne. Beaucoup se posèrent la même question, avec colère ou avec peur. Comment avait-il été possible que de jeunes gens enthousiastes se retrouvent transformés en pièces sans conscience?
comment une idée déformée de loyauté et d'honneur les avait conduits à agir comme des exécutants automatiques, moralement soumis à la volonté du Führer. Il était facile de se réfugier derrière un alibi. Tous n'avaient pas tué, tous n'avaient pas été dans un camp, et seule une minorité participa directement aux crimes les plus atroces. Selon cette logique, ils pouvaient rejeter une culpabilité collective et espérer être exonérés. Mais il y eut ceux qui ne se contentèrent pas de cette réponse minimale. Ils regardèrent plus profondément et se forcèrent à reconnaître que, même sans avoir appuyé sur la gâchette, il existait quelque chose dans cette formation qui prédisposait à l'abus. La discipline transformée en adoration, l'obéissance en vertu suprême, la brutalité déguisée en devoir. En passant en revue ce qui s'était passé, l'histoire des SS apparut comme la chronique d'une génération égarée, façonnée par un pessimisme agressif, par le mépris du bourgeois et par la séduction d'un ordre promettant appartenance, aventure, fraternité virile et destin. Ils entrèrent attirés par une double promesse. D'un côté, la vie au sein d'une communauté militaire offrant gloire, sécurité et l'éclat du rituel martial. De l'autre, l'illusion de faire partie d'une élite fermée, presque secrète, ayant accès au vrai pouvoir. Le Ordre Noir alimentait cette fantaisie. En y entrant, beaucoup crurent devenir à la fois soldats et maîtres, membres d'un cercle choisi qui non seulement servait l'État, mais le soutenait et le dominait de l'intérieur. Et lorsque tout s'effondra, cette même illusion, celle d'appartenir à quelque chose de supérieur, fut ce qui rendit plus difficile l'acceptation de la vérité. Bien qu'il n'y ait pas eu de massacre officiel ordonné par les États pour éliminer systématiquement les hommes des SS, des exécutions isolées et peu documentées eurent lieu dans les derniers mois de la guerre. Au début du mois de mai 1945, une douzaine de Français de la division Charlemagne des Waffen-SS se rendirent aux soldats américains sans tirer un seul coup de feu. Certains étaient arrivés depuis le régiment de Hersch, comme l'Obersturmführer Krotov. D'autres sortirent directement des hôpitaux, portant encore sur leur uniforme une fiche d'évacuation qui parlait pour eux. À la même période, le lieutenant Briffaut, vétéran de la LVF, n'était pas passé par les Waffen-SS. Il s'était retiré avec l'état-major du PPF jusqu'aux rives du lac de Constance. Les Américains les regroupèrent avec des prisonniers allemands et les internèrent à Bad Reichenhall, dans le quartier général des chasseurs alpins, où la guerre semblait enfin terminée, du moins pour ceux qui étaient derrière les barbelés. Le 6 mai, alors que la 2e division blindée du général Leclerc poursuivait son avancée en Bavière, la colonne entra dans le petit village et en prit le contrôle. Les Français capturés apprirent rapidement que les sentinelles étaient gaullistes et cette nouvelle leur parut comme une sentence anticipée. Ils décidèrent alors de s'échapper. Une nuit, ils réussirent à franchir la clôture du quartier et coururent jusqu'à un petit bois voisin, croyant que les arbres pourraient engloutir leurs ombres. Mais leur fuite fut découverte presque immédiatement. 2 compagnies de la 2e blindée les encerclèrent, les firent revenir et les laissèrent sous surveillance, sans possibilité d'un nouvel essai. Pendant longtemps, on répéta que Leclerc ne les avait pas vus, mais les photographies d'un correspondant de guerre racontèrent une autre histoire. Le général se présenta et leur parla face à face. Il leur reprocha de porter un uniforme allemand, et eux, dans une réponse qui sembla insolente, lui dirent qu'ils portaient un uniforme américain. Cette réplique déclencha la décision. Leclerc résolut de fusiller les 12. Il n'y eut ni procès, ni tribunal militaire, même improvisé. Tout fut organisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de témoins, et la seule concession faite fut l'assistance du curé, comme si cette dernière main spirituelle était la seule chose pouvant encore être sauvée d'une fin déjà écrite. Le 8 mai, alors que l'Allemagne s'était déjà rendue et que les combats avaient cessé, ils furent montés dans un camion et conduits jusqu'à Karlstein, plus exactement dans un endroit appelé Kugelbach, en fin d'après-midi. Là, on leur annonça qu'ils seraient fusillés en recevant les balles dans le dos. Les prisonniers protestèrent et demandèrent le droit de mourir face au peloton. Le père Maxime Gaume, missionnaire au Dahomey et aumônier de la division, était présent et laissa un témoignage qui parvint plus tard aux familles et fut publié dans une édition spéciale de la revue Historia. Il raconta que le jeune lieutenant chargé de commander le peloton n'appartenait pas à l'unité et était bouleversé par l'ordre, se demandant même s'il devait désobéir. Malgré tout, l'ordre fut exécuté. Les condamnés reçurent une assistance religieuse, l'un la refusa.
3 affirmèrent ne pas avoir de message pour leur famille. Ils furent fusillés par groupes de 4, de sorte que les derniers virent tomber les premiers. Aucun ne permit qu'on lui bande les yeux, et selon le curé, ils tombèrent en criant « Vive la France !» Ensuite, sur ordre reçu, les corps restèrent étendus sur place. 3 jours plus tard, une patrouille américaine les enterra. Ensuite, on plaça des croix en bois avec des noms qui disparurent par la suite, comme si quelqu'un voulait effacer toute trace. Les habitants d'une ferme voisine se souvenaient de ce qui s'était passé, bien qu'ils n'aient jamais donné de récit précis. Ils comprirent ce qui se passait pendant les préparatifs et se cachèrent pour ne pas assister à quelque chose qui pouvait avoir des conséquences. Des années plus tard, le 6 décembre 1948, une enquête judiciaire fut ouverte à la demande des familles, mais elle n'éclaircit ni la capture, ni l'attitude des victimes, ni les circonstances exactes de la mort. Finalement, le 2 juin 1949, les corps furent exhumés du plateau de Karlstein et transférés au cimetière communal de Sankt Zeno, à Bad Reichenhall, où une tombe commune fut installée dans le groupe 11, rangée 3, numéros 81 et 82. Et là, avec une localisation exacte et une histoire difficile à raconter, se termina la trace visible de ces 12 hommes. Lorsque les Alliés occidentaux commencèrent à rencontrer à plusieurs reprises des unités de la Waffen-SS en 1944 et 1945, la capture de prisonniers cessa d'être une formalité mécanique pour devenir une situation chargée de tension. En théorie, les règles étaient claires. Un ennemi qui se rendait, désarmé et sous contrôle, devait être traité comme prisonnier de guerre. En pratique, le front ne ressemblait pas toujours à la théorie, et avec la SS, le problème était double. D'un côté, il y avait la réputation de brutalité, et de l'autre, la perception que ces hommes, même rendus, pouvaient continuer à représenter une menace ou un symbole de tout ce que l'on tentait de détruire. Sur le front occidental, le point de rupture psychologique fut l'offensive des Ardennes et surtout la nouvelle de Malmedy. À partir de ce moment, dans certaines unités alliées, une idée dangereuse commença à s'installer. Avec la SS, pas de négociation. On ne les prend pas, cela ne vaut pas la peine de risquer. Ce n'était pas un ordre écrit et uniforme, mais un climat transmis comme une rumeur ou un commentaire entre vétérans. Dans une guerre de forêt, de neige et d'embuscade, où l'ennemi pouvait surgir soudainement à quelques mètres, une telle rumeur ne restait pas en l'air. Elle influençait la réaction du doigt sur la gâchette. Dans ce climat, il y eut des épisodes où des prisonniers allemands, y compris des membres de la Waffen-SS, furent assassinés peu après leur reddition. Parfois, cela se produisit immédiatement après le combat, les nerfs encore à vif, lorsqu'un soldat voyait tomber un camarade et sentait avoir le coupable devant lui, les mains levées. D'autres fois, c'était selon une logique plus froide. Manque d'hommes pour surveiller, avancée rapide, peur d'une contre-embuscade, ou la croyance que ces prisonniers pouvaient s'échapper et revenir au combat. Dans d'autres cas, la motivation était ouvertement morale. Eux ont fait la même chose. Ils ne méritent pas. L'expression « refus de prendre des prisonniers » ne signifiait pas toujours une exécution directe. Elle se manifesta souvent de manière plus grise, reddition non acceptée, prisonniers auxquels on tirait parce qu'ils ont essayé de s'échapper, blessés, ignorés, groupes désarmés disparaissant dans le chaos sans enregistrement officiel. La guerre crée des zones sans témoins, et ces zones sont précisément là où une discipline est mise à l'épreuve. Quand il n'y a ni caméra ni rapport, et que le front continue d'avancer, la tentation d'effacer l'acte est énorme. Cependant, il existait aussi l'autre côté, des officiers alliés qui insistaient pour respecter la loi de la guerre et freinaient les représailles. Il y eut des rappels formels, des inspections, et dans certaines armées, des enquêtes sur les abus furent ouvertes. La pression pour maintenir la discipline était réelle. Le problème était que cette pression entrait en concurrence avec quelque chose de plus fort, l'expérience immédiate du front. Une convention internationale pesait moins que le souvenir d'un camarade mort ou que la peur d'être exécuté si l'on était capturé. La différence entre civilisation et barbarie à cette époque pouvait se réduire à la présence d'un officier imposant l'ordre ou à l'absence de cet officier pendant 5 minutes. À cette tension s'ajoutait un facteur clé. Les Alliés ne considéraient pas la Waffen-SS comme un ennemi neutre. La SS, en tant qu'organisation, était associée au noyau politique du nazisme, à la répression et à la terreur.
Même si le soldat face à vous était un recrue tardive, l'uniforme le plaçait au sein d'une machine historique. Et c'est là qu'apparaît le mécanisme le plus dangereux, la culpabilité collective. Le prisonnier cesse d'être un individu et devient le symbole d'un système. Quand cela se produit, la capture cesse d'être seulement un acte militaire et se transforme en un jugement instantané basé sur les émotions. C'est pourquoi, dans les derniers mois de la guerre, les soldats de la Waffen-SS commencèrent à craindre quelque chose de supplémentaire, que se rendre ne les sauverait pas. Et cette crainte eut également des effets pratiques. Beaucoup ont tenté de cacher leur appartenance, arracher leurs insignes, se mêler aux prisonniers de la Wehrmacht, mentir sur leur unité. Les Alliés le savaient et ont répondu par des filtres de plus en plus stricts. Il y eut des procédures de screening pour séparer les membres de la SS, surtout lorsqu'on capturait de grands groupes. On cherchait des indices sur l'uniforme, des documents, des témoignages croisés et aussi des marques physiques connues, comme les tatouages de groupes sanguins qui, dans certains secteurs de la SS, servaient d'identification médicale. Cette recherche alimentait la paranoïa. Si certains SS se cachaient, alors n'importe qui pouvait être SS. Et si n'importe qui pouvait être SS, alors la peur s'étendait au-delà de l'ennemi réel. Au fur et à mesure que les territoires étaient libérés et que l'on commençait à trouver des preuves directes de crimes tels que des camps de concentration, des fosses communes et des villages rasés, la tension monta encore davantage. Pour un soldat allié qui entrait pour la première fois dans un lieu où l'horreur était visible, l'élan de représailles pouvait être immédiat. Il y eut des cas où des gardes ou des membres d'unités SS capturés dans ce contexte furent tués sur le champ ou peu après, comme un déchargement de colère. Il n'est pas difficile de comprendre l'émotion. Ce qui est difficile, c'est d'accepter le saut moral. Si le vainqueur exécute des prisonniers, même par justice, il franchit la même frontière que celle qui condamne le vaincu. Or, si à l'Ouest le phénomène existait de manière irrégulière et sous une discipline formelle qui le réprimait souvent, à l'Est, l'histoire fut encore plus brutale. La guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique avait été une guerre d'extermination et de représailles mutuelles. Dans ce contexte, les membres de la SS couraient un risque énorme en tombant prisonniers. L'armée rouge et les organes de sécurité soviétiques avaient tendance à traiter les SS comme faisant partie d'un appareil criminel du régime, et la probabilité d'exécution, de mauvais traitements ou de mort en captivité était beaucoup plus grande. Cela, à son tour, renforça le fanatisme du « ne pas se rendre » dans de nombreuses unités allemandes lorsque l'ennemi était soviétique et alimenta un cercle de violence où la capture devenait, pour certains, une condamnation anticipée. Alors, que faisaient les Alliés avec les soldats de la Waffen-SS? La réponse réelle n'est pas unique. La réponse institutionnelle consistait à les capturer, les interroger, les classifier et les envoyer dans des camps de prisonniers, puis, dans certains cas, à juger les responsables de crimes. C'était la ligne officielle et la majorité des cas suivirent cette voie. Mais, en même temps, il existait une réponse informelle et obscure dans certains secteurs du front. L'idée que pour la SS, la capture ne valait pas la peine et qu'il valait mieux les éliminer pour éviter les risques, par colère ou par vengeance. Cette réponse n'était ni universelle ni constante, mais elle fut suffisamment réelle pour rester dans les témoignages, dans les silences et dans la mémoire inconfortable d'une guerre qui, même dans le camp vainqueur, eut ses ombres. Au-delà du procès des 4 nations du tribunal militaire international de Nuremberg, les forces d'occupation, y compris les États-Unis, ont également organisé des tribunaux militaires individuels dans leurs zones respectives. Les procès présidés par l'armée des États-Unis ont eu lieu à Dachau de novembre 1945 à décembre 1947. Les accusés comprenaient un large éventail de personnes, allant de hauts membres de l'armée allemande, de fonctionnaires nazis, de personnel des camps de concentration jusqu'aux civils. Ils étaient accusés de crimes de guerre contre des prisonniers de guerre alliés et de crimes perpétrés contre des civils et des prisonniers de guerre alliés dans des camps de concentration, y compris Dachau. Un volet des procès de Dachau, le procès du massacre de Malmedy, s'est déroulé pendant 2 mois, de mai à juillet 1946, et s'est concentré sur les crimes des Waffen-SS contre des prisonniers de guerre américains et des civils belges. Le massacre de Malmedy fut un meurtre documenté et médiatisé de prisonniers de guerre américains désarmés par la première SS lors de la bataille des Ardennes. Le 17 décembre 1944,
des éléments du 1er régiment Panzer des SS, commandé par Joachim Peiper, capturèrent 113 soldats américains, les rassemblèrent dans un champ et les fusillèrent. Certains survécurent en étant enterrés sous leurs camarades ou en feignant la mort, mais 84 prisonniers de guerre américains furent tués.